Il y a peu, je vous ai parlé d'un lien entre une femme célèbre et un tout aussi célèbre chapeau. Ouais, si vous l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller la voir immédiatement, parce que tout ce que je vais vous expliquer va vous sembler très flou, très vague, bref, vous allez vous paumer un peu. Non, absolument pas. En fait, j'essaie juste de gratter un petit peu des vues, mais ça reste entre nous. D'ailleurs, abonnez-vous, n'hésitez pas à diffuser la bonne parole tout autour de vous, ce serait quand même franchement dommage que le monde se prive de ça. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une femme d'exception de par sa carrière, son aura et ses frasques, Henriette Rosine Bernard. Faut savoir, c'est Henriette Rosine ou Bernard ? En fait, je suis comme un vieil oncle gênant. La première des stars porte à merveille ce surnom et vous allez vite comprendre pourquoi dans cette vidéo absolument exceptionnelle, qui a mis 40 ans à sortir à peu près. Sarah naît le 22 octobre 1844 à Paris. Le 23 octobre en fait. Attends, c'était en septembre ? Les gars, va falloir vous mettre d'accord sur les dates parce que là ça commence déjà à être saoulant. Putain, mais il fout quoi ce stagiaire là ? Je suis bête, on va aller vérifier directement ça. Alors, Sarah Bernard, acte de naissance, inexistant. Partie en fumée lors de l'incendie de l'hôtel de ville de Paris en 1871. Ah c'est super arrangeant, merci. D'ailleurs, outre sa date de naissance qui reste un mystère, l'identité de son père aussi. Selon elle, il serait parti vivre des aventures absolument fabuleuses, merveilleuses, fantastiques en Chine, et il n'est jamais revenu. Oui, Sarah fabule énormément. Ce que nous savons en revanche, c'est que sa mère est une courtisane d'origine hollandaise vivant à Paris. Sarah n'est pas la seule enfant que sa mère aura, cependant elle est très tôt confiée à une nourrice à Quimperlé en Bretagne. Dans sa tendre enfance, Sarah ne parle que le breton et ne sait ni lire ni écrire. Sa famille ne se préoccupant pas du tout d'elle, elle doit donc suivre sa nourrice qui déménage très vite à Paris. Et c'est là qu'elle va recroiser sa tante qui refuse tout simplement de s'occuper d'elle. Sympa la famille. D'ailleurs, lors de cet événement, Sarah, ne voulant pas être délaissée, décide de se jeter par la fenêtre. Au passage, elle va se briser un bras et une rotule. Vous voyez déjà comment est son caractère ? Et là encore, ce n'est qu'une enfant. Tout au long de sa vie, elle va adopter ce comportement provocateur et dramatique. Et peut-être un brin dépressif. Sarah est envoyée en pension dans un couvent, et l'amant de sa tante, le duc de Morny, alors faut savoir que le duc de Morny, c'est le demi-frère de Napoléon III, donc quelqu'un de très influent. Le duc de Morny essaie de compléter son éducation religieuse à base de cours de peinture et de sculpture. Quoi ? J'ai des pouvoirs ? Ah non en fait, non. Elle découvrira aussi le théâtre à cette même époque, ce qui va drastiquement changer son destin. Et vous savez ce qu'elle fait lorsqu'un jour sa tante, par miracle, décide de venir la chercher ? Elle se jette dans le bassin du pensionnat. Toujours dramatique, je vous l'avais dit, elle est dramatique. Incroyable. Face à ce caractère bien trempé, les médecins ne lui donnent que très peu d'années à vivre, car sa santé est fragile et ses sautes d'humeur un petit peu dangereuses. Par exemple, une fois, elle est restée toute une nuit durant dans un arbre du parc, et voilà, on l'a récupérée au petit matin, elle était tombée malade, mais pas tombée de l'arbre. Et pourtant, elle se remet très bien de tout ça. Elle préfère délaisser la religion au profit de l'art, ce qui est pas forcément un mauvais choix. C'est d'ailleurs le duc de Morny qui lui permet d'intégrer le Conservatoire d'art dramatique de Paris en 1859, alors à peine âgée de 16 ans. Elle intègre rapidement la Comédie Française en 1862 et elle va jouer le rôle principal dans Iphigénie de Racine. Ce premier rôle lui donne tellement le trac qu'elle va débiter toutes ses phrases bien trop vite et donc faire un flop. Faut bien un début à tout. Elle joue par la suite Henrietta dans Les Femmes savantes de Molière ou bien Valérie dans la pièce éponyme de Scribe. Cependant, elle est renvoyée en 1866 suite à un incident avec une sociétaire. En gros, elle l'a giflée. À cette époque, elle n'a pas encore réussi à convaincre les critiques, donc l'évincer n'a pas été très compliqué. Entre-temps, en 1864, Sarah fait un bref séjour en Belgique, d'où elle reviendra non pas avec de l'expérience, mais avec un polichinelle dans le tiroir. Un polochon dans le plastron. Oh, ça rime. Elle accouche donc de son premier et unique enfant, un fils prénommé Maurice,
qui est le fils illégitime d'un prince belge. D'ailleurs, elle répandra elle-même des rumeurs quant à la filiation de cet enfant. Ce serait soi-disant l'enfant illégitime de Victor Hugo ou de même carrément Léon Gambetta. Encore une fois, elle est chassée par sa mère. Et elle commence en parallèle de sa carrière artistique au théâtre, une carrière de courtisane. C'est de la prostitution de haut vol, très bling-bling, juste pour donner l'illusion à des riches que ce genre de pratique est tout à fait décent par rapport à la prostitution classique en bordel ou dans la rue. C'était même un signe extérieur de richesse quand même. Oui, ça prouve en fait qu'on est riche, qu'on a les moyens d'entretenir une courtisane en plus de sa famille. C'est génial. Moi, puceau, demande aux courtisanes si je le suis. Est-ce que vous saviez que plus une courtisane était réputée et donc avait vu d'hommes, plus elle était convoitée? C'est un petit peu un basculement des valeurs, mais encore une fois en faveur des hommes. Bah oui, on va pas changer les bonnes habitudes. Sarah brouille les pistes et se forme une image de femme fatale. Elle dit volontiers des hommes succombant à ses charmes qu'ils font partie de sa ménagerie. Malgré tout, son fils Maurice est le seul qu'elle considère comme l'homme de sa vie. Et l'inverse est vrai aussi. Ils auront une relation très fusionnelle, très forte, et il sera jusqu'au bout présent pour sa mère. Suite à l'épisode de la gifle, elle signe un contrat avec le théâtre de l'Odéon. Elle est alors à peine âgée de 20 ans. Et c'est là qu'elle va commencer à connaître un immense succès en jouant des rôles classiques. Le rôle qui va vraiment la mettre en lumière, c'est celle de la reine dans Ruy Blas de Victor Hugo. C'est d'ailleurs à partir de cette époque qu'on va commencer à l'appeler la voix d'or. Son jeu de comédienne plaît énormément. Elle maîtrise incroyablement bien l'agonie. Alors quand je parle d'agonie, c'est le fait de mourir sur scène. Vous savez, des scènes bien dramatiques, bien longues, avec les yeux qui se révulsent, où on chute sur scène parmi les autres comédiens. En fait, à l'époque, les gens venaient la voir mourir sur scène. C'était même sa spécialité de mourir dans ses rôles, et ça faisait pleurer l'audience. À tel point aussi qu'à l'époque, plus les gens pleuraient, plus évidemment la pièce était un succès. De plus, son art de la pose, pas la pause café ni la pause clope, la pause, c'est-à-dire prendre des pauses, des attitudes, ce qui donnait lieu à un jeu dans l'emphase. Et cela ne fait que renforcer son jeu qu'on qualifie déjà de fascinant, d'enveloppant, de caressant et d'extrême. Elle est sensuelle quoi. C'est tout. C'est tout. Ce qui est étonnant, c'est que son jeu qui s'éloigne du naturel va passer de mode avant qu'elle finisse sa carrière. Ça n'empêchera pas que les gens soient fans d'elle. En 1869, elle joue son premier rôle masculin, le garçon troubadour, dans Le Passant. Et ça plaît énormément. Son physique qualifié d'androgyne, elle est mince, voire maigre pour l'époque, elle a une peau très pâle, une chevelure auburn bouclée, des yeux azur assez saisissants, ne fait qu'accentuer son aura fascinante auprès du public. En effet, elle n'est pas du tout dans les canons de beauté de l'époque, et elle va en jouer. Elle n'est pas jolie, mais elle va en faire un atout. Elle retourne ensuite jouer pour la Comédie Française, dans Phèdre, puis dans la pièce de Victor Hugo, Hernani. Petite parenthèse, Hernani, c'est une pièce emblématique dans l'histoire des arts ou dans l'histoire tout court. En fait, ça a créé ce qu'on appelle la bataille d'Hernani. Des conflits, en fait, ont éclaté dans les théâtres quant à l'esthétique et à la portée politique de la pièce. Et donc ce fut la guéguerre. Littéralement, les gens s'empoignaient dans les théâtres. En fait, c'est surtout une guerre générationnelle entre les plus vieux et les plus jeunes, les classiques et les romantiques. Tiens, ça me rappelle quelque chose, c'est fou ça. Je vois pas quoi. Ah, d'ailleurs, quand on vous dit que l'art n'est pas politique, prenez Hernani en exemple. Et puis, laissez votre interlocuteur bégayer tout seul dans son coin, vous continuez votre vie, vraiment, allez de l'avant, et puis dans un an ou deux, peut-être que vous retrouverez cette personne dans la même position, momifiée grâce au sel de ses larmes. Ah, c'est beau. L'art n'est pas forcément fait pour être beau. Il est aussi là pour vous faire ressentir des choses et vous faire réfléchir. D'où une certaine portée politique aussi, ou parfois il y a carrément de la politique. On va être très clair. Vous l'aurez compris, sa carrière décolle totalement. Elle démissionne en 1880 et entame sa première tournée internationale aux États-Unis. Et sa tournée va durer 2 ans. Bien entendu, ce ne sera que le début. Le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, les Pays-Bas, le Brésil, la Russie, l'Australie, bref, elle va visiter les 5 continents. Et c'est aux États-Unis que Sarah rencontre le plus vif succès. Elle joue
sous toutes les conditions possibles et inimaginables. Elle traverse les États-Unis en train, ça lui arrive de jouer sous des chapiteaux immenses pouvant accueillir 3400 personnes, mais toujours en français. La plupart des Américains ne comprennent rien au français. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et pourtant, certains n'hésitent pas à faire des kilomètres pour venir la voir. On raconte même qu'il y a un cow-boy qui a fait plus de 300 km à cheval juste pour aller voir la fameuse Sarah Bernhardt dont tout le monde parlait. C'est vous dire la réputation qu'elle avait. C'est quand même la classe. À New York, les hommes jettent leur manteau par terre afin qu'ils soient piétinés par la star. C'est des groupies. Alors, cette reconnaissance, elle est quand même assez étonnante parce que il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que fait réellement Sarah dans la vie ni qui elle est. Je prends cette anecdote, mais un jour, Sarah se promène et elle tombe sur une affiche qui parle d'elle et d'un de ses spectacles, où il est écrit « Venez voir Sarah Bernhardt, la femme la plus vieille du monde !» J'aurais pas aimé. En fait, cela traduit une chose très très importante. Son nom et son aura ont dépassé son talent. Elle devient le monstre sacré. Elle inspire des pièces. Fedora. Allez voir ma précédente vidéo. Elle inspire la mode avec sa silhouette et notamment les arts décoratifs, tout ce qui est le courant de l'art nouveau, avec Alphonse Mucha et ses célèbres affiches. En fait, c'est très souvent Sarah Bernhardt qui est dessus. Dans les brochures ou réclames annonçant ses représentations, il y a une liste des vêtements qu'elle porte. Alors, l'objectif de cette liste, c'est pour que les femmes puissent ensuite aller s'acheter les mêmes vêtements. Le Fedora, par exemple. Mais il faut toujours aller voir la vidéo pour comprendre, en fait. Si aujourd'hui les produits dérivés sont communs, à l'époque, ça ne l'était absolument pas. Et c'est Sarah qui va les inventer. Enfin, elle. Et les gens qui sont autour d'elle, bien entendu, mais elle en a quand même l'idée. On est quand même au 19e siècle. Lors de ses tournées, surtout à l'étranger, elle transporte dans certaines valises des statuettes qu'elle a fabriquées et des reproductions qui ont été faites ensuite pour pouvoir les vendre. C'est une véritable femme d'affaires. Et c'est pour cela également que la presse et la photographie vont avoir un rôle majeur dans sa vie, qu'elle soit publique ou privée. Et quant à la publicité, elle comprend très rapidement que cela peut avoir un fort impact sur sa carrière et sa renommée. Même si bon, les 3/4 du temps, elle se plaint un peu d'être tout simplement une bête de foire. Pour l'anecdote, c'est lors d'une tournée aux États-Unis que Sarah va comprendre la portée de son image. Un jour, elle va croiser un homme qui va lui demander de poser sur une fausse baleine afin de la prendre en photo. Ce qu'elle accepte évidemment parce que ça la fait rire. Sauf que le lendemain, elle se rend compte qu'il y a des affiches avec cette même photo où il est écrit « Achetez le corset baleine, le corset de Sarah Bernhardt ». Et ça, elle avait pas donné son accord pour, elle était pas du tout au courant. Alors, elle va d'abord être furieuse, mais ensuite elle va saisir l'opportunité de tout cela. En parallèle, son impresario va la pousser à utiliser son image pour vendre des produits ou tout simplement se faire rémunérer par des marques. On est quand même à l'aube de la publicité, ça n'existait pas à l'époque. Les affiches, les réclames vont vraiment se développer, on va commencer à faire la publicité comme on la connaît actuellement. On la retrouve, nom, visage, silhouette, partout. Que ce soit des paquets de gâteaux, des paquets de cigarettes, des pipes, savons, gants, timbres. Et elle est aussi la première femme en France à avoir un timbre à son effigie. À quand le mien, les amis? À quand? Côté carrière toujours, elle crée sa propre troupe et fait des tournées avec celle-ci jusqu'en 1917. Et quand je dis tournée, c'est tournée à l'international. Elle devient directrice dans un premier temps du Théâtre de la Renaissance, puis elle rachète le Théâtre des Nations, qu'elle renomme le Théâtre Sarah Bernhardt. En mai 1879, elle fait la rencontre d'Oscar Wilde lors d'une tournée en Angleterre, plus précisément dans la ville de Folkestone. Je crois que je le dis pas trop mal. Ce dernier est absolument fasciné par le jeu de la comédienne dans Phèdre, et une amitié naît rapidement entre ces deux personnages grandiloquents. Elle l'inspire, et c'est à elle que s'adresse le vers suivant. « Comme ce monde doit sembler fade et ennuyeux à quelqu'un comme toi. » Petite anecdote, dans un appartement loué par Oscar Wilde, Sarah Bernhardt a, sur un pan de mur juste en dessous du plafond, écrit son nom en lettres capitales. En fait, elle voulait juste voir jusqu'à quelle hauteur elle pouvait sauter, et du coup écrire son nom. Vous remarquerez que lorsqu'on parle de Sarah, il y a des termes qui reviennent comme sauvage, indomptable, femme fatale, séduisante. Un vocabulaire qui revient tout autant que les hommes qui disent qu'ils la veulent docile, assagie. Il y a toute une partie de la population aussi qui la trouve bien tout l'inverse de ce qu'une femme devrait être. Ça fait un petit peu hypocrite quand même, hein. Quelle femme de petite vertu. Mais bon, on en veut encore, parce qu'on aimerait bien la dominer cette Pardon. Sarah joue avec les hommes, et elle a raison,
Oui, la provocation, ça a quand même une bonne vertu, c'est que ça attire l'attention. Et ça, elle l'a très vite compris. C'est triste, mais c'est une réalité qui lui a permis de se hisser très haut, très haut dans la société. Bien entendu, il y a eu plusieurs coups de main de la part de proches très influents qui l'ont aidée surtout en début de carrière, mais le reste, elle l'a construit toute seule. Mais c'est bien sa personnalité et ses frasques qui l'ont fait entrer dans l'histoire. Oui, Sarah est menteuse, malicieuse, provocante. Elle sait se faire remarquer et elle entretient avec un soin extrême l'image qu'elle renvoie. Le savoir, c'est le pouvoir. Alors mentir est une manière de laisser très peu d'informations aux gens afin de rester inatteignable. Et si cela doit passer par sa vie privée et les conventions sociales, qu'à cela ne tienne. Ses relations amoureuses sont complexes. En 1872, elle entame une idylle avec Mounet Sully, qui à l'époque est un comédien encore peu connu, mais qui va devenir l'égal de Sarah Bernhardt. Leur histoire fait tant parler d'elle qu'elle devient un argument pour remplir les salles de théâtre lorsque le couple donne des représentations ensemble sur scène. Ils jouent Chimène et Rodrigue dans Le Cid par exemple. Les voir jouer ensemble, à la ville comme à la scène, a quelque chose d'émoustillant pour le public. Mounet Sully, d'un naturel jaloux et possessif, c'est original, supporte mal que Sarah côtoie des hommes fortunés. En effet, elle accorde ses faveurs physiques aux plus offrants. Ça reste une courtisane. Il la demande en mariage, ce qu'elle refuse, ce qui va le conduire à un état de fureur noire où il dira même « Vous êtes morte pour moi jusqu'au jour où mourra ce corps de prostituée qui vous ressemble. » Ouchi, c'est la rupture en 1874. Et des hommes, Sarah en a collectionné comme des cartes Pokémon. Charles Haas, qui va la traiter comme une moins que rien, Gustave Doré, Georges Jules Victor Clérin, c'est un peu long à dire, Lucien Guitry, Samuel Posy, Léon Gambetta et d'autres députés. Et même soi-disant Victor Hugo. En 1882, Sarah fait une rencontre. Elle se marie à Londres avec un comédien grec, Aristides Damala. Alors leur couple ne dure pas pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, Aristides n'est pas amoureux de Sarah. Il parle toujours d'autres femmes, d'autres conquêtes qu'il aimerait avoir, alors qu'elle semble apparemment très amoureuse de lui. Et puis, un défaut surtout du monsieur, c'est qu'il est accro à la morphine. Mais pourtant, il reste marié. Malheureusement, il va décéder à l'âge de 34 ans. Outre la douleur du veuvage que Sarah va porter très longtemps, ce mariage va aussi lui occasionner une déchéance de nationalité. Et ce n'est qu'en 1916 qu'elle va faire une demande pour redevenir française. Alors nous parlons d'hommes, mais il y a eu aussi des femmes. Du moins c'est ce que les rumeurs disent. On peut citer surtout Louise Abéma, qui a peint plusieurs portraits de Sarah Bernhardt. L'amour c'est une chose, mais le train de vie c'en est une autre. À de nombreuses reprises, des rumeurs courent sur ce dernier. Je vous l'ai dit, Sarah est ce qu'on appelle une courtisane. Et à l'époque, il existe un registre qui les répertorie toutes, à Paris, et qui est conservé par la police. Sur la fiche de Sarah, il est indiqué qu'elle aurait des idées lugubres. Je m'explique. Il y aurait soi-disant chez elle un cercueil capitonné dans lequel elle dormirait. Dans son salon, il y aurait une vraie tête de mort dans un plat en argent. Et elle porterait aussi régulièrement une tête de mort en épingle qu'elle aurait surnommée Sophie. C'est trop mignon. Alors la question que vous vous posez forcément c'est, est-ce que c'est vrai ? Oui, en grande partie. Dans son appartement parisien aux murs recouverts de satin noir, elle possède une chauve-souris empaillée qui effraie un petit peu certains visiteurs, et elle a aussi un chapeau sur lequel il y a une chauve-souris empaillée. Des crânes, il y en a un surtout. Il a été offert par Victor Hugo pour la féliciter de son rôle dans Hernani. Et elle a utilisé du coup ce vrai crâne pour son rôle d'Hamlet. Macabre ? Attendez la suite. Elle se rend régulièrement à la morgue de Paris pour aller observer les corps non identifiés et ainsi se confronter à sa propre finitude. C'est un memento mori mais bien au pied de la lettre. Et elle possède donc un lit-cercueil dans lequel elle fait des siestes régulières et dans lequel aussi elle apprend ses rôles. Elle est d'ailleurs enterrée dans celui-ci. La rumeur et les moqueries continuent à se propager, mais Sarah s'en amuse, et s'en amuse tellement qu'elle va même se faire photographier dans ce cercueil et en faire des cartes postales. Au final, elle incarne juste ce que les gens étaient à l'époque, fascinés par le macabre, le lugubre et l'au-delà. La scandaleuse, comme on l'appelle aussi, cherche toujours à faire parler d'elle. On pourrait dire d'elle aujourd'hui que c'est une drama queen. Elle mène un train de vie digne d'un sultan. En tournée, elle part avec un wagon Pullman qui est entièrement dédié à ses affaires. Faut compter à peu près une quarantaine de malles pour ses vêtements et elle transporte aussi une centaine de paires de chaussures par tournée. Dites-vous bien qu'à l'époque, elle gagnait 400 francs par représentation à la Comédie Française.
Aux États-Unis, une représentation lui rapporte 5 000 francs, voire jusqu'à 20 000 francs. Argent bien entendu qu'elle dilapide dès son retour en France. Et du coup, elle doit repartir en tournée et refaire sa trésorerie. Il n'y a pas que les êtres humains qui intéressent Sarah. Elle affectionne énormément les animaux, en particulier les animaux exotiques. Elle possède des lionceaux pendant une période, elle a un lion qu'elle promène en laisse, un puma, des alligators, enfin bref. Et un alligator en particulier qu'elle appelait Ali Gaga. D'ailleurs le pauvre, c'est horrible, c'est de la maltraitance animale en plus. Est-ce que vous savez de quoi ce pauvre alligator va mourir? D'un excès de champagne. Vie de riche quoi. C'est horrible. Rip Ali Gaga. Elle aimait beaucoup recevoir ses amis en compagnie des fauves en laisse. Ce qui évidemment provoquait des gros moments de stress chez les invités. Elle, ça l'amusait énormément. Ah, et elle aurait aussi émis le souhait de se faire greffer une queue de tigre sur le coccyx pour tout simplement ressembler un peu plus à ces animaux. Mais elle s'est dit que c'était une mauvaise idée parce que ce serait très compliqué de s'habiller. Faites ce que vous voulez de cette information. Mais Sarah Bernhardt, ce n'est pas qu'une diva qui séduit et qui est extravagante. C'est une femme indépendante, forte, engagée politiquement. Elle défend Émile Zola sur l'affaire Dreyfus, elle se positionne contre la peine de mort, et elle défend Louise Michel, figure anarchiste, révolutionnaire et féministe de l'époque. En 1914, elle reçoit la Légion d'honneur pour avoir, grâce à ses tournées et à son art, répandu la langue française autour du globe. Mais aussi pour ses services d'infirmière rendus lors de la guerre de 1870, alors que Paris était assiégé. En effet, elle avait fait transformer le théâtre en hôpital militaire, et elle y avait soigné le futur maréchal Foch, qu'elle va retrouver 45 ans plus tard lors de la Première Guerre mondiale. Engagée ? Oh oui! Attendez que je vous raconte cet épisode qui va marquer la fin de sa vie. Dès 1887, Sarah se plaint d'une douleur au genou. Sa blessure s'aggrave successivement lors de représentations de la Tosca ou du procès de Jeanne d'Arc. Elle est diagnostiquée d'une tuberculose osseuse du genou. Son médecin et ancien amant, Samuel Posey, essaie bien de la soigner comme il peut. Il lui propose donc de la plâtrer pendant 6 mois. 6 mois de plâtre. Le problème, c'est que la gangrène va se développer. Elle supplie Samuel Posey de lui amputer la jambe, ce qu'il refuse car il n'arrive pas à se résoudre à amputer un corps qu'il a tant aimé. Sarah se fait donc amputer en 1916 par un autre chirurgien et sachez qu'elle le fait sans anesthésie parce que nous sommes en pleine Première Guerre mondiale et elle s'en va au bloc en chantant la Marseillaise. Elle est donc par la suite contrainte de rester assise. Mais la question que vous vous posez, j'imagine, c'est est-ce que cela a eu un retentissement catastrophique sur sa carrière et sur sa vie? Non. Du haut de ses 70 ans, elle n'a qu'une idée, mourir sur scène. Je vous l'ai dit, nous sommes pendant la Première Guerre mondiale. Elle participe à des manifestations patriotiques. Elle lit des poèmes. Elle se rend à Reims et joue un rôle d'infirmière devant la foule. Et surtout, elle va rendre visite aux poilus sur le front à l'aide d'une chaise à porteur. D'ailleurs, les poilus vont la surnommer la mère Lachaise. À aucun moment, elle ne va se plaindre de sa jambe amputée, sauf pour en rire. De plus, elle refuse de porter une prothèse ou d'utiliser une canne, ce qui fait qu'elle va être obligée, pour continuer à jouer, de se tenir à des meubles ou à être assise. Cela est amusant quand on sait qu'elle n'a jamais hésité à avoir recours à de la chirurgie esthétique. Elle a notamment fait 2 liftings dans sa vie, un premier aux États-Unis et un second en France, qui a été exécuté par Suzanne Noël, une pionnière dans le métier. En 1916, elle part en tournée aux États-Unis afin de demander au gouvernement américain de s'engager dans la terrible guerre qui se joue en Europe. Lorsqu'elle rentre en France, c'est un accueil triomphal qui l'attend, car le géant américain s'est engagé dans la guerre. C'est sûrement un hasard du calendrier, mais ça contribue à sa légende. Et elle continue de jouer au théâtre et au cinéma. Ce n'est pas sur scène que le monstre sacré meurt, mais dans les bras de son fils, Maurice, en 1923, à l'âge de 78 ans. Bon, c'est un peu triste comme fin, comme toutes les fins en général, on n'aime pas ça. Mais ce n'est pas sa mort que nous voulons retenir, les amis, mais plutôt ce qu'elle a accompli. Une renommée internationale, sur les 5 continents, des allers-retours théâtre-cinéma limpides, sans discours de « ouloulou, le cinéma, ce n'est pas de l'art, ça rend complètement débile, vraiment, vous avez vu la jeunesse ?» Ah non, mais je fais aucun parallèle, hein, jamais. Jamais. Et elle a aussi dirigé son propre théâtre.
Dès 1900, elle devient actrice dans le film Le Duel d'Hamlet. C'est le premier essai de cinéma parlant à l'aide d'un phonographe à cylindre qui est synchronisé sur les images projetées. Le film muet La Reine Elisabeth, de 1912, dans lequel l'actrice a le rôle principal, est un immense succès, à tel point que le producteur de l'époque peut se permettre de racheter la Paramount avec l'argent des recettes du film. 120 spectacles à son actif. Une dizaine de films, dont 2 autobiographiques. Égérie de mode, maîtresse de beaucoup de beau monde, première star internationale digne d'une Madonna. Vous vous souvenez qu'elle avait suivi des cours de peinture et de sculpture? Elle a réalisé quelques œuvres qui sont aujourd'hui encore visibles au musée d'Orsay et au musée des Beaux-Arts de Dijon. Est-ce que vous saviez également qu'elle avait reçu à titre posthume son étoile sur le Hollywood Boulevard? Juste là. Il y aurait encore tellement de choses à raconter sur elle, mais on n'a plus trop le temps, et je vois que vous commencez à vous endormir. Et j'ai pas à manger cette fois pour vous motiver, j'espère que vous avez fait des gaufres. Il y a quelques semaines, j'ai publié sur mon Instagram la photo de sa tombe, relativement modeste quand on pense au personnage qu'elle était. J'avais indiqué qu'il y avait des indices dessus pour connaître l'identité de la personne enterrée à cet endroit. En fait, ce sont les petits galets qui sont disposés dessus et sur lesquels il y a écrit « Belle-Île ». Il faut savoir que chaque été, Sarah retournait en Bretagne. Elle avait choisi de s'installer face à l'océan Atlantique et ses côtes déchiquetées, sur l'île de Belle-Île en mer. En fait, elle a fait construire 2 villas à côté d'un ancien fortin militaire qu'elle a réaménagé et sur lequel elle fait hisser sa bannière blanche brodée à chaque fois qu'elle y est. Elle accueille ses amis, sa famille, ses animaux, bref, toute sa maison. D'ailleurs, il y a un musée consacré à Sarah Bernard depuis 2007 sur Belle-Île en mer. Je suis donc allée sur sa tombe et je l'ai remerciée. Elle n'aurait jamais imaginé que 100 ans après sa mort, une petite nana sortie de nulle part ferait des vidéos sur elle et aurait reçu un coup de pouce du destin de sa part. Devenir le lien entre un objet choisi pour sa symbolique et le premier univers que nous allons explorer. Même l'au-delà n'a plus de frontières. Ah. Ah, parce que vous croyez encore que je gère tout, moi. Genre que j'avais tout prévu, que c'était fait exprès. Vous êtes trop mignons. C'est la vie qui me malmène. Et moi, je m'adapte. C'est déjà bien. Sur ce, je vous dis